Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre parenthèse économique du dimanche matin, vous en avez l'habitude, toujours en compagnie de Thomas Binet, avec cette fois-ci, c'est la page Osez investir qui s'ouvre et au programme, mon cher Thomas. Maxime, on va parler du challenge des 100 enveloppes. C'est quoi? Ça consiste en quoi? Gain réel ou gadget? On y répond dans un instant. Allons-nous avoir une retraite? De quelle nature? Pour quel montant? Nous allons faire le point sur la situation et voir les solutions qui nous sont proposées avec Grégoire Saint-Yves, fondateur et président de Nextage AM, plateforme d'investissement. Et puis, pendant que certains s'inquiètent pour leur retraite, nous allons, avec Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine, nous intéresser à une nouvelle contribution sur les hauts revenus. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors là, Thomas, Dieu sait que j'adore vos éditos généralement, mais celui-ci et votre centre d'intérêt s'intéresse en réalité à ce qui se passe du côté des réseaux sociaux. Il y a un fameux challenge, c'est comme ça qu'on peut dire, le fameux challenge des 100 enveloppes. Pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, est-ce que vous pouvez quand même nous en rappeler le principe? L'idée est très simple, Maxime. Vous prenez 100 enveloppes numérotées de 1 à 100. Chaque jour ou chaque semaine, vous en tirez une au hasard et vous glissez à l'intérieur le montant indiqué. L'enveloppe 37, on met 37 €. L'enveloppe 55, on met 55 €. Vous avez compris le principe. À la fin, si toutes les enveloppes sont remplies, vous avez économisé jusqu'à 5050 €. C'est visuel, c'est ludique et ça donne un objectif clair et motivant. Alors ça paraît efficace, et j'insiste sur le paraît efficace, mais est-ce que ça fonctionne vraiment, ou est-ce que c'est pas juste un gadget de plus qu'on voit sur les réseaux sociaux avec des techniques de pseudo-influenceurs épargnants? Alors, si, ça fonctionne, mais pas peut-être pour tout le monde. Le véritable atout du challenge, Maxime, c'est le côté jeu, la gamification. On manipule l'argent, on voit l'effort, on se surprend à vouloir tenir le rythme. Mais ce n'est pas une méthode magique. Beaucoup abandonnent dès que les grosses enveloppes arrivent, évidemment. 72, 89, 100 €. Et pour certains budgets, sortir autant d'argent en une fois, c'est simplement impossible. Donc oui, ça motive, mais non, ce n'est pas universel. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on adopte? Est-ce qu'on oublie? Ou est-ce qu'il y a peut-être un petit conseil que vous pouvez nous distiller? La vérité est au milieu. Alors, absolument, je vais moduler. Je dirais on adopte, mais surtout on adapte. Le cœur du challenge, c'est la discipline et la régularité, pas forcément le chiffre final auquel on arrive. Vous pouvez créer votre propre version, 50 enveloppes au lieu de 100, des montants plafonnés ou des paliers progressifs. L'important, c'est que ce soit soutenable. Si le challenge devient une source de stress, il perd tout son intérêt. En revanche, s'il s'intègre comme un petit rituel motivant, alors oui, il peut réellement aider à mettre de côté, même si ce n'est pas une révolution financière. C'est un coup de pouce psychologique, pas une baguette magique économique. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Pour poursuivre la conversation, Thomas, et continuer à nous intéresser au sujet économique, nous sommes avec Grégoire Saint-Yves, fondateur et président de Nextage AM, plateforme d'investissement. Et vous allez, avec lui, mon cher Thomas, nous inviter et nous parler d'un sujet qui passionne encore et toujours dans ce pays, la retraite. Absolument, Maxime. Bonjour, Grégoire Saint-Yves. Bonjour. On peut le dire. Les Français sont inquiets de la situation économique et sociale et par conséquent pour leur avenir. La question de la retraite, de son financement, voire même de la capacité du système de tenir dans un temps record les interroge beaucoup. Pourquoi les Français, Grégoire Saint-Yves, ont-ils soudainement plus peur de leur retraite qu'hier? C'est quoi la raison? Je crois que la raison, c'est qu'on a longtemps dormi sur nos deux oreilles en pensant que la retraite par répartition, ça fonctionnerait pour l'éternité. Et puis, entre les évolutions démographiques et les réformes manquant de courage et n'aboutissant pas, on se retrouve dans une situation où les Français ont pris conscience, et les jeunes en particulier, on y reviendra, à une situation où, par précaution, les gens se disent, finalement, mes parents prenaient leur retraite, ils avaient 75% de taux de reversion, moi je vais avoir 50%, et les jeunes réalisent qu'ils auront 25 ou 30%. Alors, comment vous expliquez quand même, Grégoire Saint-Yves, que le financement de la retraite devienne la première des préoccupations, surtout parmi les actifs qui se disent on a la vie devant nous, on verra ça beaucoup plus tard? Tout simplement parce que je crois que les Français sont beaucoup plus lucides que leur politique. Que leur politique, et ils sont plus courageux. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident, ils voient bien que ça bouge pas sur la retraite par répartition. Ils comprennent intuitivement que y avait beaucoup plus d'actifs que de retraités avant, que l'évolution démographique elle change,
C'est ce que Rocard avait souligné en 1990, et que par conséquent, ils font quoi ? Ils épargnent beaucoup plus. On est maintenant à 18,6% de taux d'épargne, ce qui est un taux record extraordinaire. On a fait un sondage. On va en parler dans un instant, justement, oui. C'est un taux d'épargne qui est gigantesque. Vous vous souvenez peut-être, vous étiez trop jeune, mais il y a très longtemps, on disait la France n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En fait, la France n'a peut-être pas de pétrole, mais on a beaucoup d'épargne. C'était dans les années 70, effectivement. Et cette épargne, maintenant, plutôt que ça soit un boulet, il faut faire en sorte que ça devienne une solution pour l'avenir et pour les retraites et pour aller irriguer en capital les investisseurs qui innovent et qui veulent développer leurs start-up, leurs PME et leurs ETI. Alors, vous avez commencé à évoquer effectivement une étude que vous avez réalisée. Dans cette étude, j'ai relevé que les jeunes de moins de 35 ans semblent fortement mobilisés. Vous avez commencé à en parler il y a un instant. Est-ce qu'ils ont raison de penser qu'ils n'auront pas de retraite sans épargne personnelle ? Soyons concrets dimanche matin. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire oui. Oui. C'est-à-dire que si on ne contourne pas l'obstacle de la retraite par répartition, par une épargne personnelle à long terme, 78% des moins de 35 ans n'ont plus confiance dans la retraite par répartition pour assurer l'avenir de leur retraite. Du coup, c'est devenu leur premier sujet de préoccupation et leur priorité après la résidence principale. Quand on a 30 ans, ça en veut dire long sur, finalement, la société qui n'est pas capable de leur construire un avenir. Et je crois que par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une réforme qui a eu lieu, qui était la loi Pacte PER, et qui a permis de mettre sur orbite quelque chose qui s'appelle le plan d'épargne retraite, qui est le plus grand succès d'un produit d'épargne en France depuis 40 ans, puisqu'en l'espace de 4 ans, 11 millions de Français y ont souscrit, et qu'on est déjà à 115 milliards d'euros, qui montre l'appétit pour construire quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut faire, et c'est ce sur quoi on se bat chez Nextage, c'est rendre ce PER populaire, accessible à tous les Français, et pour qu'il devienne un produit populaire, et en particulier par rapport aux jeunes. Alors justement, dans votre étude, il y a un enseignement principal qui en ressort, c'est la montée en puissance donc du capital investissement dans les stratégies d'épargne longue. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, on peut redéfinir, Grégoire Saintilles, d'abord ce qu'est le capital investissement. Absolument. Le capital investissement, c'est l'idée que on investit en fonds propres, c'est-à-dire en capital et pas en dette, au capital d'une PME ou d'une ETI. C'est ce que nous faisons chez Nextage. Nous avons 86 participations dans des PME et des ETI françaises et qui sont en France. Et on a aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, au total directement et indirectement. Et donc, au total, ça représente 35 000 salariés. Donc, finalement, quand on arrive à faire coïncider l'épargne longue pour la mettre au travail, eh bien, ça irrigue des PME, ça leur permet de grandir et ça crée de la performance. La performance moyenne du capital investissement, tel que présenté par France Invest, c'est des chiffres officiels, c'est 12,1% sur les 15 dernières années. Nous, sur les 4 dernières années, on a fait respectivement 14,9%, 15,2%, 15,3%. Cette année, et l'année n'est pas terminée, on est à 15,8% de TRI. Donc, ça rapporte plus que le livret d'épargne. Alors, on voit également, Grégoire Saintilles, dans votre étude, que les jeunes sont beaucoup plus, évidemment, adeptes de ce système du capital investissement. Pourquoi ? C'est une question de culture, c'est une question d'âge, c'est une question d'accès aux réseaux sociaux, d'information. Comment vous expliquez ? Je crois qu'il y a 3 choses. Il y a eu la crise du Covid et l'inflation qui ont été des déclencheurs très importants. Oui. Il y a la deuxième chose, c'est qu'il y a une volonté de devenir actif sur son épargne par rapport à un monde qui est beaucoup trop immobile et qui est perdu dans des batailles politiques que je ne commenterai même pas. Et je crois qu'il y a un troisième enjeu, c'est la volonté d'être actif sur son avenir. C'est-à-dire, comment je construis mon avenir, tout simplement. On le prend en main. Et peut-être, si on prend 3 pas de recul, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que, vous le savez peut-être, la structure de l'épargne en France, c'est 65% d'immobilier, 35% d'épargne financière. Vous le savez pas peut-être, vous le savez sûrement. Mais la France est le seul des grands pays à être dans cette situation-là, des grands pays développés. Tous les autres sont à 35% d'épargne immobilière et 65% d'épargne financière. Pourquoi ? Parce que dans tous les autres pays, il faut être actif sur la préparation de sa retraite et parfois sur le financement des études de ses enfants pour permettre de construire l'avenir. Je pense qu'on va avoir une déformation de la structure de l'épargne des Français et que les jeunes qui poussent,
et qui sont l'avenir, assez logiquement, ils vont entraîner ça. Et d'ailleurs, on voit bien que le capital investissement, c'était jusqu'à présent un produit qui était réservé à soit des très grands investisseurs institutionnels, soit à des gens très fortunés. Mais on se rend compte que c'est la clé, c'est la démocratisation de l'accès au capital investissement, et qui permet de mettre un moteur dans la performance de son épargne. Alors, dernière question pour vous, Grégoire Sainty. Est-ce que vous considérez que les Français sont peu informés sur les solutions d'épargne d'une façon générale, au-delà du fait qu'ils peuvent nous écouter le dimanche matin ? Malheureusement, il faudrait qu'ils vous écoutent pas seulement le dimanche matin, mais il faudrait qu'ils peuvent vous nous écoutent retrouver aussi en semaine à 18h50. Mais la réponse est oui. Et le problème, c'est que quand on dit les Français, c'est pas juste les Français qui nous écoutent, c'est les Français qui vont des politiques à l'Assemblée nationale, en passant par trop de gens dans toute la chaîne. Les professeurs à l'école, quand vous avez votre fille qui passe son bac en terminale, on lui explique que les entrepreneurs, c'est ceux qui exploitaient les enfants dans les mines de charbon. Peut-être que les choses ont un peu évolué. Et donc, oui, parce qu'attendez, juste pour terminer, il y a quand même beaucoup d'influenceurs, alors on en pense ce qu'on veut, sur les réseaux sociaux qui essaient de porter une voix sur la pédagogie. Alors oui, et c'est positif, et ça montre qu'il y a un besoin, et ça montre qu'il y a aussi un défaut. Peut-être en conclusion, deux choses. Ce qui est clair, c'est que toute la chaîne du système éducatif pour enseigner, apprendre, faire comprendre l'économie et la manière dont on prépare, par exemple, sa retraite, c'est pas du tout quelque chose qui est intégré par notre système éducatif, quel que soit le niveau du système éducatif, primaire, secondaire, université ou grandes écoles. Merci à vous. Et merci beaucoup Grégoire Sainty d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Nextage. Merci beaucoup. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Alors là, pour conclure ce dimanche matin, mon cher Thomas, on est régalé par cette nouvelle. Nous sommes avec Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine et gérante associée au sein du cabinet Berger & Associés. Et vous allez justement parler de la fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus qui ne cesse de faire couler de l'encre. Et vous vous souvenez du fameux film, Maxime, que les gros salaires lèvent le doigt ? Oui, bien sûr. Bon, voilà, on est tout à fait dans le sujet. Sabine, c'est quoi exactement cette nouvelle contribution sur les hauts revenus ? Qu'on appelle la CDHR. Quel nom ? Voilà. En fait, c'est une mesure qui a été votée dans la loi de finances 2025 et elle garantit qu'au-delà d'un certain niveau de revenus, personne ne soit imposé à moins de 20% tout simplement. Et elle s'appliquera donc aux revenus 2025 qu'on va déclarer en 2026. Alors, qui est concerné par cette mesure ? Et les contribuables, donc pour une personne seule ceux qui déclarent 250 000 euros d'impôts, et pour un couple 500 000. Si leur impôt global, donc c'est l'impôt sur le revenu plus tout ce qui est dividendes, etc., est inférieur à 20%, ils devront payer la différence pour atteindre le seuil minimal. Alors Sabine, quand même, quand vous dites revenus financiers, vous parlez de quoi exactement ? Ce sont les dividendes, les intérêts, les plus-values sur les placements financiers, donc qui sont taxés au PFU, au prélèvement forfaitaire unique, les 30%. Mais dans ces 30%, en fait, 12,8% sont concernés par l'impôt sur le revenu. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est la différence. D'ailleurs, ceux qui payent, qui se rémunèrent beaucoup en dividendes, on va aller voir si ils atteignent les 20% d'impôt sur le revenu au total. Alors, un exemple concret pour nous éclairer sur le sujet ? Une personne, un couple avec 600 000 euros de revenus financiers taxés à 12,8, ces fameux, c'est ceux qui se versent ces gros dividendes, en fait, ils payent 76 800 euros d'impôts, alors que le minimum à 20% serait de 120 000. Donc, on va leur demander la différence, qui est à 43 200 euros. Alors, il y a un calendrier pour payer tout ça, j'imagine ? Exactement. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà un acompte de 95% qui est appelé entre le 1er et le 15 décembre. On a eu enfin ce fameux simulateur qu'on attendait tous pour pouvoir voir si on est impacté ou pas, donc sur impôt.gouv, et c'est par l'intermédiaire d'impôt.gouv qu'on va devoir régler. Voilà. Merci Sabine. Merci beaucoup Sabine Tellier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes consultante en gestion de patrimoine et gérante associée au sein du cabinet Berger & Associés. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci à vous mon cher Thomas Binet pour ce rendez-vous économique du dimanche. Comme d'habitude, on vous retrouve dans 7 jours, dimanche prochain. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.